demande de prise de parole de la part des organismes. Oui. Voulez-vous présenter, s'il vous plaît? Merci. César Philippi, président du Cercle des Maisons Corses. Je n'ai pas fait une erreur, on a supprimé grande, parce que quand on est grand, on préfère que ce soit les autres qui le disent plutôt que ceux qui appartiennent à l'association. Donc, merci Président, parce que pour nous, c'est une première. C'est une première d'être invité au niveau d'une institution. Et c'est beaucoup plus agréable d'échanger avec l'ensemble des partenaires sociaux, de nos partenaires d'acteurs économiques, plutôt que de le faire par médias interposés. Ça simplifie les choses et ça évite les clichés, parfois les caricatures. Alors j'essaierai d'être bref, comme vous l'avez demandé, Président, parce que si j'allais commencer à vous parler des problèmes que nous pose justement ce que le dossier que vous venez d'ouvrir, il me faudrait beaucoup de temps parce que nous avons écrit en 7 ans 220 pages, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière et qu'on aura l'occasion d'y revenir. Alors le cercle, en quelques chiffres, parce que ces chiffres vont bien illustrer le problème que vous soulevez, le cercle, ce sont 20 établissements, des démarches patrimoniales à 95%, 750 chambres pour 730 salariés en équivalent temps plein, 1200 salariés sur les périodes de pointe et malheureusement, je dois dire jusqu'en 2013, une activité à l'année pour 15 établissements et c'est plus de 200 CDI qui aujourd'hui, malheureusement, étaient réduits à moins de 30 CDI. Ça, c'est déjà un premier constat à faire et je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Alors, quand on fait le point sur les difficultés que l'on rencontre, notamment dans un secteur d'activité majeur comme le tourisme, 31% du PIB, quand on ajoute les retombées directes et les retombées induites, de voir le peu de Corses qui travaillent dans ce secteur d'activité, c'est quand même assez consternant. Mais nous ne jetterons pas, pour notre part, la pierre à tous les jeunes Corses qui ne sont pas attirés par ce secteur d'activité. Que voulez-vous qu'ils viennent faire dans un secteur d'activité qui offre, dans le meilleur des cas, à 90% un CDD de 4 mois. On ne peut pas leur jeter la pierre et en ce qui nous concerne, nous ne le ferons pas. Bien sûr que nous souhaiterions avoir, nous, beaucoup plus de Corses, parce que nous en avons mesuré les coûts. Un salarié, il faut savoir qu'une expertise comptable faite sur les bilans des 20 établissements du Cercle laisse apparaître un surcoût social de 7% par rapport à nos collègues dans la même catégorie de l'autre côté de la mer. 7%, c'est énorme. Pourquoi 7%? Parce qu'il faut qu'on loge le salarié, tout à fait normal. Je vous laisse imaginer les tarifs des locations dans les régions comme l'extrême sud. Quand vous avez à loger 60 personnes, c'est un budget de 90 000 € par an. 7%, c'est aussi le fait de payer les voyages. Parce que si vous voulez vraiment les faire venir, quand vous répondez à l'offre, ils vous demandent tous de payer le voyage et on le fait. Et on travaille aussi sur des plannings, sur des plages horaires. Pour pouvoir faire du chiffre, on travaille sur des plages qui dépassent largement les 39 heures. Et au Cercle, et je crois que ça a été souligné en premier par la direction du travail, on a la faiblesse de respecter les conventions sociales. Donc on se retrouve avec des heures supplémentaires qui avoisinent les 100 000 € par an. Ceux qui sont sceptiques pourront constater ces chiffres, les chiffres que je vous donne. Nos bilans sont sur Internet et nos DAS aussi. Alors,
comment essayer de venir, parce que bien sûr que vous avez compris que nous sommes absolument d'accord avec vous pour traiter ce dossier, et nous allons y apporter bien sûr toute notre contribution dans les ateliers, et nous allons suivre de très près ce dossier. Mais vous verrez que pour aller au bout de ce dossier, Président, vous allez devoir en ouvrir d'autres. Parce qu'un contrat de travail, au bas d'un contrat de travail, il y a deux signatures. Il y a la signature du salarié et il y a la signature du chef d'entreprise. Et aujourd'hui, les entreprises qui respectent les règles administratives, qui respectent les conventions sociales, qui respectent les lois fiscales, sont en bien mauvais état. Sur notre parc, 4 hôtels ont disparu en l'espace de 3 ans. Ils ont été vendus à la découpe. Et bien sûr, tous les salariés sont partis au chômage. Aujourd'hui, il y a encore pas mal d'établissements qui sont directement menacés. Et je dois dire que là, je rends hommage au président du tribunal de commerce qui est là à mes côtés, à la région et à l'État, qui a fait un effort conséquent pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Mais sauver, ce n'est pas tracer des perspectives d'avenir. Et ces perspectives d'avenir, vous allez peut-être le faire, vous, en ouvrant ce nouveau dossier, ce chantier dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de vraiment examiner de près les conditions d'exploitation en Corse et les réalités d'exploitation. Quand vous avez des coûts matières de 20 à 30% plus chers que sur le continent, quand vous avez des coûts sociaux 7% plus chers que sur le continent, quand vous avez une concurrence déloyale qui est supérieure, qui est 3 fois supérieure à la moyenne nationale, et je parle de moyenne Paris et toutes les régions touristiques, il est évident que les entreprises ne peuvent être qu'en difficulté. On a beaucoup de difficultés aujourd'hui, on ne parle plus de résultats. D'ailleurs, depuis 2011, nos tarifs n'ont pas bougé, parce qu'on a le double handicap. On a le premier handicap est de travailler sur un marché planétaire, et pour rester en marché, il faut absolument, il n'y a qu'une chose qui compte, les tarifs. Aujourd'hui, avec le net, il faut savoir que 80%, c'est pas moi qui le dis, c'est Booking, 80% des candidats au séjour achètent avant tout un tarif à la dernière minute, n'importe où. 20% seulement achètent une destination ou un réceptif. Voilà avec quoi on doit se battre et comment on essaye de subsister dans un contexte pareil. Le double handicap, c'est donc d'être tenu par ce marché extérieur et d'être à l'interne exercé sur un marché captif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous nos prestataires de services, tous nos fournisseurs ne sont pas tenus, eux, par un tarif extérieur. Ils peuvent appliquer des marges qu'on ne peut pas répercuter. On en est arrivé aujourd'hui à ne plus pouvoir répercuter les hausses qu'on subit. Voilà dans quelles conditions on travaille. Alors, pour revenir sur un point, parce que j'aimerais souligner quand même dans ce domaine l'échec de la continuité territoriale en matière économique, les surcoûts, des fois des surcoûts un petit peu, je dirais, fabriqués par des pratiques qui, j'espère, cesseront avec les nouvelles compagnies. Et je n'irai pas plus loin, parce que ce n'est pas né dans notre philosophie, dans notre nature de faire dans la délation, mais là, il y a vraiment quelque chose à revoir. Voilà un autre exemple, celui-là est important aussi, et je m'en suis ouvert au directeur d'Atout France, quand il y a eu ce drame du 13 novembre à Paris, où les hôteliers sont montés au créneau pour faire constater qu'ils avaient une baisse conséquente, 25% de baisse des taux d'occupation. Alors quand on les compare à ce qui se passe chez nous suite à la mise en place de l'état d'urgence, alors Christian Manteilly, qui est le directeur général d'Atout France, je lui ai fait un mot en disant qu'on compatissait bien sûr
à ce qui arrivait à nos collègues parisiens, mais que quand même, on s'était rendu compte, ça avait joué l'effet de révélateur, et on s'était rendu compte que finalement, en dehors de Paris, en dehors des grands centres touristiques, la Corse et d'autres régions, nous subissons tous les ans, pendant 6 mois, l'état d'urgence. Parce que pendant 6 mois, chez nous, il n'y a personne. Et les hôtels parisiens, qui travaillent 12 mois sur 12, avec des taux d'occupation de 90%, nous, on travaille péniblement. Maintenant, c'est réduit à 4 mois, avec des taux d'occupation lycée de 60%. Tout ça pour vous dire, et je finirai là-dessus, parce que je ne veux pas être trop long, que le prochain dossier, Président, ça va être celui de rétablir l'équilibre entre, je dirais, l'égalité de devoir, là je crois qu'on y est, et l'égalité de droit, là le compte n'y est pas du tout, entre les exploitations corses et les exploitations du continent. Voilà le dossier que je vous demanderai d'ouvrir. Et pour ce qui est du sujet aujourd'hui de la charte de l'emploi local, vous pouvez compter à 100% sur nous. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre intervention et pour le soutien à la démarche, bien entendu. Donc, la parole, oui, vous voulez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, François-Dominique Cipriani, je suis le directeur régional de l'AFPA, Association pour la formation professionnelle des adultes en Corse. Merci avant tout, tout le monde l'a dit déjà, donc je ne vais pas être très long sur le sujet, mais pour nous associer à la démarche et participer collectivement à cet enjeu majeur pour la région et évidemment pour sa population. Je ne vais pas revenir sur les propos qui ont été tenus du côté des entreprises, mais on se rend bien compte que, pour simplifier, le système est à bout de souffle, ou en tout cas en très grosse difficulté, non seulement sur l'île, mais l'ensemble de notre système liant l'emploi, les salariés et leur situation. Et si nous avions ici des demandeurs d'emploi ou des personnes en difficulté le long de leur trajectoire professionnelle, ils pourraient eux-mêmes décrire le type de difficultés que l'on vient d'avoir décrites à l'instant pour un secteur particulier de l'activité de l'île. Ce système est une gageure pour l'ensemble de l'exécutif et du gouvernement actuel ici en région Corse. Et c'est évidemment dans ce contexte que le sujet de l'emploi et éventuellement cette solution via une charte s'inscrit. En tant que directeur d'un établissement lié à la formation, je vais m'inscrire à vos côtés sur ce chemin qui s'ouvre pour pouvoir au moins participer à l'élaboration de solutions permettant d'associer d'un côté les personnes morales, les entreprises, qui survivent ou qui cherchent à survivre ou qui cherchent à se déployer, à se déployer, à se développer à l'intérieur de ce système. C'est un système très complexe. Et d'un autre côté, on a des personnes physiques, des personnes individuelles qui combattent elles aussi dans ce système. Et je crois qu'un des sujets qui pourrait apparaître à l'intérieur de nos travaux communs, ça serait de nous retrouver, en tout cas les différents organismes de formation, les différents organismes qui financent ces formations pour essayer de donner davantage de cohérence à notre échelle sur un petit territoire, de manière à ce que les moyens puissent être mutualisés et être rendus plus efficaces pour faire en sorte que les trajectoires des uns, les entreprises, et les trajectoires des autres, les salariés ou futurs salariés, puissent se réunir et se retrouver à un certain moment. Je crois que ça, c'est au-delà des difficultés du système qui nous dépassent. Je crois que ça serait un enjeu et une possibilité que nous pourrions au moins essayer d'affronter ensemble. En tout cas, l'AFPA sera à vos côtés sur ce chemin. Merci de nous accompagner. Oui, alors, il y a eu un certain nombre déjà d'institutions qui ont pris la parole, donc que c'est le Pôle emploi, donc que nous entendons avec beaucoup d'intérêt sur cette question. Voulez-vous vous présenter, monsieur le directeur? Merci, Président. Donc, Pierre Péladan, je suis le directeur régional de Pôle emploi. Tout d'abord, merci de nous avoir invités à cette réunion. Et je vais être très bref, simplement pour vous répondre à votre question. Oui, Pôle emploi est favorable à la participation aux différents groupes de travail que vous allez mettre en place pour justement travailler sur le sujet d'une charte ou plusieurs chartes qui pourraient être... Pardon.
d'une charte donc favorable à la participation au groupe de travail sur la réalisation d'une ou plusieurs chartes qui pourraient être réalisées dans le cadre de l'emploi, bien entendu, sachant que pour Pôle emploi, comme vous le savez, nous avons 20% des offres d'emploi qui sont déposées à Pôle emploi. Par contre, nous avons, entre guillemets, 100% des demandeurs d'emploi qui sont inscrits à Pôle emploi. Donc nous avons une véritable connaissance des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et notre travail aujourd'hui est bien entendu de proposer aux entreprises qui déposent les offres à Pôle emploi, de proposer le public qui est inscrit à Pôle emploi. Donc nous travaillerons bien entendu à vos côtés dans le respect des textes qui nous régissent et nous sommes tout à fait favorables. Merci pour votre réponse claire et positive, monsieur le directeur général. Il y a donc d'autres institutions, et non des moindres, qui sont représentées, donc l'université par son président et par Jean-Baptiste Calandini. Donc, je vois que le président n'a pas de micro. Le président n'a pas de micro et il est un peu victime de sa modestie légendaire. Là, il s'est installé tout au fond de l'hémicycle, ce qui n'est pas en rapport avec l'importance de l'institution qu'il préside. Alors, Paul-Marie Romagny, président de l'Université de Corse, je le présente, puisque... et ensuite Jean-Baptiste Calandini, sans doute, qui aura à intervenir. Merci. Oui, monsieur le président. Merci, Merci, vous m'entendez là? C'est bon? Merci, monsieur le président, de me donner la parole. Alors, évidemment, les questions qui ont été évoquées sont largement connues, hein. Et il n'y a pas de réponse immédiate et aisée à un cancer comme le chômage. Il me semble que je vais vous donner quelques éléments un peu à la volée, sans vouloir prétendre à l'exhaustivité, évidemment. Pour lutter contre le chômage, il y a une solution immédiate qui est évidemment d'augmenter le nombre d'emplois offerts. Alors évidemment, c'est une façon d'enfoncer une porte ouverte, mais c'est pour dire que tout dépend évidemment, dans une large mesure, du niveau de l'activité économique. Et on sait qu'aujourd'hui, même si quelques signes avant-coureurs d'une reprise se manifestent, on est loin du compte. Et cette augmentation ne permettra pas de résorber durablement, en tout cas rapidement, le chômage. On a évidemment ici un problème de structuration de l'économie corse qui évidemment est particulière. Certains orateurs précédents l'ont indiqué, notamment dans l'hôtellerie, avec une prédominance d'emplois saisonniers et donc non sédentaires. Et ça vaut aussi évidemment pour le BTP, même lorsque, ce qui n'est pas semble-t-il le cas actuellement, il est en développement. Donc il y a évidemment un travail de fond à faire à ce niveau, et encore une fois c'est un travail de très longue haleine, mais je pense que la collectivité, en se rapprochant évidemment des milieux socio-professionnels, peut mettre en place au moins une réflexion de base. Ce qui me paraît aussi important, ça a été souligné aussi précédemment, c'est la question d'une connaissance de la situation, une bonne connaissance de la situation. Et je crois que même s'il apparaissent de ci, de là un certain nombre de données, on n'a pas une vision claire et, je dirais, pérennisée de l'évolution de l'emploi, de l'emploi et donc de son avers qui est le chômage. Et je crois qu'un état des lieux devrait être mené à bien dans les meilleurs délais, avec les moyens nécessaires. Et effectivement, à ce niveau, l'université peut, à sa mesure, jouer un rôle. Elle le fait déjà à certains niveaux, mais peut-être pas de façon assez systématique. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'il y a un organisme qui, normalement, avait vocation en tout cas à développer et à rassembler l'information économique. C'est le CRIES, qui a été créé il y a déjà de nombreuses années, qui a été mis en sommeil, je crois, en 2009, qui a été réhabilité en 2012, mais depuis l'installation du nouveau CRIES, je n'ai pas l'impression, mais je plaide coupable si je me trompe, d'avoir eu des informations ou des rapports qui étaient émanés de cet organisme, mais je souhaite me tromper évidemment.
si ce n'est pas le cas. L'autre façon, et c'est celle-ci qui concerne un peu plus l'université, pour lutter contre le chômage, il y a évidemment la nécessité d'élever le niveau de compétences pour répondre aux emplois, pour répondre déjà aux emplois existants, puisque, on l'a dit tout à l'heure, 4000 emplois aujourd'hui ne seraient pas pourvus. Je crois que c'est le président du MEDEF qui a évoqué ce chiffre il y a un instant. Donc il y a ici un problème. Il faut savoir que la Corse figure parmi les régions dont le niveau de diplomation est le plus faible des régions de France, et qu'il y a là matière à réflexion. Un chiffre qui n'est pas inintéressant, si vous rapportez au Stratère 2014, vous y lisez un chiffre qui est assez surprenant, puisque sur 1957 néo-bacheliers de Corse, 925, c'est-à-dire un peu moins de la moitié, sont en poursuite d'études. Ce qui veut dire que 71% viennent à l'université de Corse, je le signale en passant. Hein. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une proportion de néo-bacheliers qui ne poursuivent pas d'études au-delà du bac. Et évidemment, ça représente, me semble-t-il, un handicap d'autant plus important que on constate que les bacs pro et techno sont ceux qui... alors il y a sans doute une réalité derrière ça, mais les bacs pro et les bacs techno sont ceux qui ne poursuivent pas en masse des études universitaires. Il y a donc un niveau de diplomation qui me paraît important de relever, puisqu'il permettra à la limite non seulement d'ouvrir la porte plus facile à l'emploi, mais aussi d'adapter le niveau de compétences au niveau des emplois offerts. Et là, il y a aussi un dilemme important. Alors évidemment, l'Université de Corse, je m'arrêterai là pour ne pas occuper trop longtemps, mais j'y reviendrai si vous le souhaitez. L'Université de Corse s'implique dans ce débat, qui est peut-être même un combat, en multipliant évidemment, d'abord en adaptant au mieux qu'elle peut son offre de formation, et d'ailleurs elle est en période de renouvellement de son offre de formation, et elle essaiera évidemment de mieux adapter encore, si elle le peut, son offre de formation aux besoins de l'économie corse. Mais il y a aussi une action que nous avons menée depuis quelques années et qui commence à porter quelques fruits, c'est la multiplication des contacts avec le tissu socio-professionnel du territoire. Alors nous l'avons fait par plusieurs mesures. D'abord, évidemment, il y a quelques années, en créant un centre de formation apprentis du supérieur, en développant l'alternance dans les filières, en créant un certain nombre de DU spécialisés, mais aussi en agissant depuis quelque temps, mais même plus récemment, à travers la fondation universitaire qui enrichit ses relations avec les entreprises, notamment du territoire, en développant le programme Pépite. Je pourrais comme ça lister d'autres actions. Il y a aussi un problème qui est souvent peu évoqué, mais que je souhaite évoquer ici. On parle beaucoup de formation initiale et de formation continue déjà, mais Jean-Baptiste Callendine en dira beaucoup plus sur le sujet. Il vaut mieux parler, je crois, de faire disparaître cette dichotomie au profit de la formation tout au long de la vie. Et je crois que là, l'université va pouvoir, je l'espère, dans quelques semaines ou dans quelques mois, développer son action, puisque nous allons sans doute ouvrir, nous sommes en train de finaliser la création d'un groupement d'intérêt public dans le domaine de la formation tout au long de la vie, qui, je crois, permettra à la fois d'élever le niveau de compétences et de développer la formation tout court de beaucoup de personnes dont, évidemment, la formation initiale n'est plus adaptée à l'évolution rapide des conditions d'emploi. Voilà pour quelques idées jetées un peu en vrac, je m'en excuse. Je serai évidemment disposé à répondre à vos questions dans la suite du débat. Je vous remercie. Oui, il y a Jean-Baptiste Callendine. Je crois qu'on va essayer simplement, alors juste quelques secondes, parce que le problème c'est qu'il y a encore beaucoup d'intervenants qui ne sont pas exprimés au nom de leur organisme ou syndicat. Donc, peut-être... Si vous permettez, Président, à ce stade du débat, je crois que une unanimité se décide pour l'esprit d'une charte régionale. Mais si on ne regarde pas de façon concrète ce qui peut se passer, on va être à côté de la plaque. Économiquement,
la structuration de l'économie de la Guadeloupe n'est pas comparable à celle de la Corse. On a 12 000 enseignes de moins de 10 qui sont les premiers pourvoyeurs d'emploi. Oui. Ce sont les petites entreprises qui sont les premiers pourvoyeurs d'emploi en Corse. Ce n'est pas 9 entreprises comme à La Réunion. On en a 450 de plus de 10. Mais s'il suffisait de photocopier la charte de la Guadeloupe, ça se saurait. On n'aurait pas fait une grande réunion comme celle-là et mais je suis d'accord avec vous, un processus à long terme. Mais sur quel doigt on met le curseur? C'est ça qui est important, à un moment donné, de définir. L'esprit, il est bon, tout le monde est d'accord. Oui. À un moment donné, il faut qu'on rentre dans le concret. Il fallait quand même le vérifier et entendre, je dirais, les différents points de vue. Et nous n'avons pas terminé à ce stade. Donc, la parole à Jean-Baptiste Calendigne, toujours pour l'Université de Corse. Merci, Monsieur le Président. Alors, le Président de l'Université a déjà dit un certain nombre d'actions que faisait concrètement l'Université en faveur de l'accompagnement de la dynamique économique et sociale. Déjà, j'aimerais quand même ajouter, évidemment, que nous, on est très sensibles aux questions de localisation des compétences. C'est un enjeu évidemment important. Il faut que nos jeunes puissent avoir toutes les perspectives possibles pour s'épanouir sur cette île. C'est vraiment un enjeu fondamental. Ça ne les empêchera pas, et c'est aussi le rôle de l'université, de leur permettre aussi de partir pour enrichir leur expérience ailleurs, sur le continent ou dans les pays européens, méditerranéens. Le deuxième point que je voulais vous dire, j'aimerais situer un peu l'action de l'université dans une perspective un peu plus stratégique. L'université a mis plus de 30 ans pour se construire. Il a fallu 30 ans, le travail acharné d'enseignants, de chercheurs, d'étudiants, de personnel administratif pour construire cette université. Ça n'a pas été un combat facile. C'est un combat, je crois, qui est derrière nous. Aujourd'hui, la Corse peut dire qu'elle a une université, au sens plein et entier du terme. S'ouvre aujourd'hui une nouvelle ère. C'est plus construire l'université, c'est lui donner sa pleine et totale dimension. Je pense qu'il y a un nouveau combat qui s'ouvre aujourd'hui, un nouveau projet pour les 30 prochaines années. C'est de construire une université ou de penser une université, puisqu'elle est déjà construite, de la penser dans un lien de plus en plus symbiotique avec le territoire. La force de l'Université de Corse, sa force au niveau international, ce ne sera pas forcément sa capacité à produire des prix Nobel, même si je souhaite qu'un jour on ait un prix Nobel. La force de l'université, si un jour elle doit s'exprimer à un niveau international, c'est le lien qu'elle peut construire avec son territoire. C'est le lien qu'elle peut construire avec son territoire. C'est l'enjeu des 30 prochaines années. Nous avons déjà commencé à travailler dans cette direction. Concrètement, tous les jours, on rencontre des chefs d'entreprise pour essayer d'élaborer cette vision qui va nous permettre de travailler de manière beaucoup plus coordonnée. Demain, concrètement, demain à 18 h, on organise à Borg une réunion avec des chefs d'entreprise pour travailler sur un projet de formation de cadre manager. On travaille avec eux sur la question du numérique. Enjeu important, le numérique. Parce que le numérique va redistribuer totalement les cartes, y compris dans la manière de travailler, de produire. On ne sait pas si le rapport salarial sera très affecté, un peu affecté. Ce qu'on sait, c'est que l'économie va probablement en partie muter. Il faut aussi qu'on intègre nos réflexions dans ces perspectives un petit peu stratégiques. Donc, l'université, elle s'engage dans cette perspective. Je rappelle quand même, sur un plan strictement institutionnel, qu'on a signé il y a 2 ans une convention avec l'État et la collectivité territoriale de Corse, avec 3 axes stratégiques. Dans le deuxième axe stratégique, il est clairement dit que l'université affirme son ambition en termes de responsabilité sociétale. Donc l'université, elle est à vos côtés, elle est à côté des chefs d'entreprise, à côté des institutions, pour essayer de promouvoir un emploi de qualité, parce que c'est ça aussi l'ambition qu'on peut avoir, c'est de développer toute la gamme des emplois et aussi avoir un niveau d'emploi qualifié qui soit important. Parce qu'il n'y aura pas d'avenir de ce pays si à un moment donné on ne construit pas une gamme d'emplois qualifiés qui soit importante. Voilà, donc c'est tout le sens de l'engagement de l'université. On a commencé à s'engager dans cette voie et on ira de plus en plus loin dans cette voie. Je vous remercie.
Merci à vous. Une précision simplement, je viens de recevoir un SMS du président Jean-André Minigoni, président de la Chambre de commerce de la Corse du Sud, qui est retenu à Paris. Son avion a du retard, m'expliquait-il, donc il ne sera pas parmi nous, mais bon, il est extrêmement intéressé par cette démarche, ce que nous avions, sur laquelle nous avons échangé ces derniers jours. Voilà. Donc la parole est... oui, oui, donc monsieur le recteur d'académie. Bien, merci de m'avoir invité également. Moi, je suis très sensible à cette invitation. Mon arrivée récente me contraint à l'humilité et le fait que je n'ai pas pu non plus rencontrer tous les institutionnels m'oblige à respecter un certain nombre de choses. Toutefois, très brièvement, je vais vous dire quel est l'état d'esprit qui est le mien. En tant que représentant de l'État, je ne me suis pas du tout senti mal à l'aise dans les débats de l'après-midi, y compris sur la question de la charte. Alors peut-être est-ce que, parce que je viens de passer une douzaine d'années dans les Outre-mer et les questions de l'article 73, 74, les accords de Nouméa, de Matignon, etc., me sont assez familiers et j'ai eu l'occasion de contribuer dans ma position de représentant du système éducatif à ces débats-là. Alors, ce qui m'intéresse sur le fond, comme mes prédécesseurs de l'université, il y a deux aspects qui me paraissent essentiels. D'une part, l'adéquation emploi-formation. On a des outils qui sont à notre disposition et qui peut-être doivent être optimisés. Je pense à la carte des formations, la distribution dans les secteurs d'activité. Je pense aussi au schéma enseignement supérieur et recherche, des outils classiques qui vont être poursuivis, peut-être amplifiés, parce que les enjeux le méritent, l'enjeu de l'emploi le mérite. Je pense aussi à des choses un peu plus originales aujourd'hui, puisque l'enseignement, c'est bien davantage que l'adéquation emploi-formation. Je pense aux secteurs et aux villages de Corse, aux secteurs les plus ruraux, où le maintien, par exemple, des écoles est essentiel à la vie non plus éducative, mais sociale et politique, j'allais dire. Donc les contrats de ruralité feront partie et font déjà partie de nos actualités. J'ai pu en échanger avec quelques-uns. Une perspective de campus des métiers me paraît fondamentale. On a des possibilités, y compris de financement européen, encore aujourd'hui sur ces questions-là. Bien entendu, il ne m'appartient pas en tant que recteur de décider dans quel secteur d'activité, mais la démarche qui est la vôtre, Monsieur le Président, moi, m'agrée complètement. Vous avez conclu vos propos par « Ensemble, trouvons des solutions innovantes ». Un campus des métiers, c'est ensemble qu'il nous faut trouver des solutions innovantes au bénéfice de la jeunesse corse. Alors, en conclusion, je vous dis toute ma solidarité avec votre démarche. Vous pouvez être assuré de mon énergie et bien au-delà de l'énergie du système éducatif, non seulement dans la démarche, dans la méthode. Peut-être sur le calendrier aurons-nous quelques différends parce que d'un côté, moi je souscris à ce qui a été relevé par certains des interlocuteurs précédents. De mon point de vue, il faut un état des lieux, des constats partagés, mieux savoir où l'on en est rendu, quels sont les secteurs aussi en termes de prospective qui sont les plus porteurs. Et puis de l'autre côté, je viens de vous dire un peu le contraire, il faut aller vite, il faut aller très vite. Les contrats de ruralité, c'est aujourd'hui et demain. Le campus des métiers, c'est aujourd'hui des dotations européennes auxquelles on peut prétendre. Donc vous voyez cette tension dans nos relations, mais on en a déjà eu l'occasion d'en échanger, cette tension uniquement sur les temporalités, puisque je viens de vous exposer un de mes paradoxes. Merci. On va donner peut-être la parole. Il y avait une demande de parole. Bon, alors donc il y a une urgence de Dominique Bocchini qui doit nous quitter, et ensuite donc nous vous donnerons la parole et nous reprendrons donc le cours de nos travaux. Donc Dominique Bocchini. Merci, Monsieur le Président. Je vais être très bref. Au-delà du constat que l'on peut plus ou moins partager, on va arriver dans le dur, parce que si, comme vous l'avez dit en propos introductif, l'hémicycle est lieu de démocratie, il va y avoir obligatoirement des oppositions. De ce que j'entends le président du conseil exécutif, et je partage un certain nombre de choses, qu'on connaît bien
Les Roumains qui travaillent dans l'agriculture, combien ils gagnent? Combien d'heures ils travaillent? Les Roumains qui travaillent dans le BTP, combien d'heures ils travaillent? Et combien ils gagnent? Il va donc falloir aborder un certain nombre de questions qui ne sont pas des petites questions. Ça me semble être une évidence. Donc sur le plan du principe, je ne vais pas vous dire merci de nous avoir invités, mais c'est une bonne chose d'être... Mancaria più che cuisse. Donc, c'est bien que l'on échange, c'est bien qu'on échange qu'il y ait des syndicats et des patrons. Les patrons devaient être un peu plus offensifs. Puis on écoute bien. Il n'y a pas beaucoup de patrons qui l'ouvrent, peut-être César un peu. Il y en a d'autres qui prendront la parole après. Hein. C'est pas inodore. Donc, ce qui est important, c'est... Moi, je ne suis pas contre les entreprises, c'est une évidence. Voilà. Et je dis ça avec une pointe d'humour. Pourremmo sempre basta fare, così non c'è più che lampassero qualcosa. Tenant compte de ça, j'étais quand même surpris de ne pas entendre parler de politique nationale et européenne. Monsieur le recteur, bienvenue en Corse. On est disposé à travailler avec vous. Les financements européens, on connaît. Mais il y a des politiques européennes et il y a des politiques nationales. Pour des gens comme moi, ça s'appelle le libéralisme. Lutter contre le libéralisme au plan régional, c'est approuver ce qui est fait par le gouvernement en nous transférant des outils de formation pour après avoir à payer. Pour après avoir à payer. Je l'ai dit la dernière fois, sous l'autorité de notre président, lorsque je regarde la décentralisation, tous les transferts qui nous ont été donnés de compétences, voir après qui est-ce qui paye, l'année N+1, oui, l'année N+2, oui, et après on se retrouve avec des outils sans moyens financiers. Étant donné le constat qui a été fait ici, des difficultés sociales de la Corse, et bien sûr, je les partage, ou la sensibilité que je prends, nous les partageons. Je me demande où on va prendre l'argent. Donc, strada facendo, acconcieremo a somme. Bien, donc, dans un premier temps, je suis d'accord avec monsieur le recteur. État des lieux. Comparaison par rapport à d'autres régions françaises, à statut différent, voire on va avoir des surprises. Et Antoine Molon a bien fait de les souligner. Ce n'est pas pareil. Attendre du gouvernement à l'heure actuelle qu'on ait un certain nombre de demandes qui ont été votées majoritairement par l'Assemblée de Corse à tempa papa ou à tempa mama. C'est une évidence. À 17 mois ou à 16 mois des présidentielles, il n'y a rien qui viendra. C'est donné d'un tavon, d'un di più. Le dernier voyage qu'on a fait tous ensemble auprès du ministre de l'aménagement, non, de M. Baillet, les réponses n'étaient pas des réponses positives. Donc, mettons-nous au boulot à travers nos différences. Est-ce qu'on arrivera à avoir des constats partagés? Pour notre part, partiellement sur un certain nombre de domaines, oui. Sur le reste, sur un certain nombre d'autres domaines, ce sera un non. Et un non clairement exprimé. J'espère, Président, ne pas avoir été assez long. C'était parfait. Donc, il y avait. Alors, nous reprenons le cours. Voilà, nous reprenons le cours du tour de table, donc de nos invités, hein, donc, et ensuite les politiques, donc donneront les élus, hein, donc donneront leur point de vue. Voilà, si vous voulez vous présenter. Oui, Jean-Pierre Mouffrage. Donc, je m'adresse à vous à divers titres, si je peux me permettre. Le premier, c'est en tant que chef d'entreprise, puisqu'effectivement, on les invite à s'exprimer, je le fais bien volontiers. Et le deuxième, comme partie prenante dans plusieurs endroits de réflexion et de travail et d'action, que sont le COPAREF, Comité paritaire régional pour la formation, le CREFOP, donc Commission régionale pour l'emploi et la formation professionnelle. Et donc là, on touche un autre aspect du rôle de l'entrepreneur, qui n'est pas simplement de créer des emplois, et je parle de l'entrepreneur privé, n'est-ce pas? Parce que c'est celui qui prend des risques financiers, personnels, et dont l'objectif, c'est d'abord que son entreprise fonctionne. Et pour qu'elle fonctionne, sachant qu'il ne peut compter que sur lui-même,
il faut qu'elle fonctionne, bien entendu, dans le but de faire, je sais que c'est un gros mot, mais des profits pour qu'elle puisse investir et pouvoir aussi favoriser l'épanouissement du personnel dans son entreprise. Donc, sous cet angle de chef d'entreprise, quand je lis la charte qui a été mentionnée tout au long de cet après-midi, moi, franchement, à la lecture, je ne vois rien qui soit de nouveau pour un chef d'entreprise. Et j'ai le sentiment d'avoir été comme M. Jourdain qui pratiquait la prose sans le savoir, d'avoir pratiqué, en ce qui me concerne, la charte sans le savoir. Il est bien évident que quand on a un emploi disponible, à condition qu'on a un emploi disponible, donc là, il y a une autre dimension, qui est la dimension de l'environnement économique porteur ou non, mais qu'est-ce que recherche un entrepreneur? C'est que durablement, quelqu'un de compétent, de volontaire, de déterminé, qui va participer à une œuvre collective qu'est une entreprise. Une entreprise, c'est une œuvre collective. Donc moi, honnêtement, qu'elle soit de Guadeloupe, de Corse ou d'ailleurs, je n'ai rien à dire sur le contenu de la charte, si ce n'est qu'elle ne fait que formaliser et engager peut-être d'autres partenaires, quelques Pôle emploi ou l'État ou la région, à faire des choses qu'elle ne fait peut-être pas encore. Mais l'entrepreneur, lui, de ceux que je connais en tout cas au sein du MEDEF, on travaille un peu dans le même sens. Premier point. Deuxième point, en ce qui concerne le concret, à travers les organismes auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire le CREFOP et le COPAREF, on travaille déjà sur l'instrument de la formation. On sait très bien qu'une économie qui fonctionne bien, et notamment pour l'emploi, c'est de bien faire correspondre besoins et opportunités, besoins et ressources, offres et demandes. C'est ça le vrai problème. Et on sait très bien que le moyen le plus efficace, c'est la formation pour que cette adéquation fonctionne. Vous savez sans doute que le budget consommé totalement, c'est très difficile d'ailleurs à estimer, mais on parle d'à peu près plus de 100 millions d'euros consommés en Corse pour la formation professionnelle, tout frais confondus. C'est considérable. Alors, on peut toujours contester ces chiffres, et ce sera intéressant de les analyser, parce qu'il est très difficile d'avoir des chiffres. Mais au bout du compte, ce qui est important, c'est que les 23 000 chômeurs auxquels on a fait allusion, qui sont parfaitement inacceptables, c'est d'abord, bien entendu, que l'économie corse ne génère pas assez d'emplois pour correspondre à ces emplois-là. En tout cas, à des emplois qui correspondent à la main-d'œuvre disponible, quel que soit son niveau de qualification sur place. Donc on a un vrai problème d'adéquation. Et c'est vrai, ça a été souligné tout à l'heure, il est parfaitement, pas forcément inacceptable, mais en tout cas on ne peut pas rester sans réfléchir sur les 4 000 emplois non pourvus. Et des emplois non pourvus dans des secteurs que je connais bien, dans le domaine du commerce, dans le domaine de tous les commerces, de l'hôtellerie, la restauration, pour des emplois qui ne sont pas forcément précaires, mais des emplois aussi durables. Donc ma remarque, je la répète, en ce qui concerne la charte, à partir du moment où, dans cette charte, on s'engage à embaucher du personnel qui correspond aux besoins sans discrimination, à compétences égales, bien évidemment, c'est ce que nous faisons, moi, en tout ce qui me concerne, tous les jours. Le vrai problème, c'est quand la réponse ne vient pas telle que nous la souhaitons. Le deuxième point, c'est utilisons déjà des endroits où on discute et on travaille, parce que, comme j'y ai fait allusion tout à l'heure, le COPAREF est paritaire. Il y a ici d'ailleurs des représentants avec qui nous travaillons très souvent et en très bonne entente, je tiens à le souligner. C'est un endroit où, quelles que soient les divergences politiques, les divergences même philosophiques de société, je vous rejoins, Monsieur le Président, dans le domaine de l'emploi, il n'y a même pas à discuter politique, ce n'est pas de la politique. Il peut y avoir des politiques de l'emploi, mais l'emploi, c'est d'abord la création de richesses et la création surtout de formations qui vont permettre aux gens de correspondre aux besoins du moment et surtout de l'avenir. Donc faisons déjà fonctionner ce qui existe, le CREFOP, où on retrouve tous les acteurs. Ils sont pratiquement tous ici représentés, on y a fait allusion tout à l'heure. Faisons fonctionner déjà ça, où il y a l'État, où il y a la région, et on aimerait aussi que cet endroit-là, avec des commissions qui fonctionnent, où on partage des idées, on partage des options, on discute, et surtout, ce qui nous manque énormément aujourd'hui, on partage des informations. Vous seriez surpris, Monsieur le Président, sans doute de savoir que toute la montagne d'informations que l'on peut traiter, surtout avec les moyens modernes aujourd'hui, combien elle est mal partagée, mal synthétisée et mal exploitée. Voilà, si je peux résumer, deux aspects. La charte, pourquoi pas, à partir du moment où, à compétences égales, et bien sûr, le premier point, c'est créer des emplois. Il n'y a pas de problème, c'est un bon instrument de promotion. Deuxièmement, utilisons les outils qui fonctionnent, qui sont formatés, qui sont parfaitement légaux, pour qu'on ait une réponse efficace à la lutte contre le chômage. Bien, Joachim. Merci.
Alors, il y a simplement un certain nombre de représentants qui ne se sont pas exprimés, notamment les représentants des syndicats étudiants. Peut-être ont-ils quelque chose à dire sur cette question? Avant de donner la parole à ceux qui l'ont déjà eu sur ce sujet. Oui, bonjour à tous, Paul Salot, président de la Juventud Independentista. Déjà, je remercie au nom de ma structure, Monsieur le Président de l'Assemblée de Corse, de nous avoir invités ici aujourd'hui. C'est la première fois qu'on a l'occasion, en tant que syndicaliste étudiant et en tant, il faut le dire aussi, que représentant de la jeunesse corse, on a l'occasion de venir s'exprimer, nous exprimer devant le monde socio-économique corse. Nous, simplement, on a parlé, il y a eu monsieur Romagne, notamment, qui a parlé de l'université de Corse. Il y a eu des élections à l'université de Corse, des élections générales, et il y a eu 1400 étudiants qui se sont exprimés. 1400 étudiants sur 4200. C'est un chiffre énorme. C'est-à-dire que sur ces 1400 étudiants, il y a eu 30 voix qui ne sont pas allées pour des syndicats nationalistes. Et je pense, je ne veux pas parler pour Pierrick qui va sûrement rajouter quelque chose après, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la charte de l'emploi local ou la corcisation des emplois, puisque nous, en tout cas à l'AGI, c'est comme ça que nous l'appelons depuis des années maintenant, on est tous d'accord pour dire qu'on est complètement en faveur de ce dispositif. On se bat sur le terrain, c'est notre objectif principal et notre rôle en tant que syndicaliste étudiant, c'est de nous battre sur le terrain pour que ces revendications puissent un jour être mises en place. Mais en tout cas, il est clair que depuis le 13 décembre dernier, les choses ont changé. Et pour la jeunesse corse, qui est aujourd'hui, c'est incontestable, et je mets au défi quiconque de le contester, et la jeunesse corse aujourd'hui, il faut bien se mettre en tête que ce qu'elle veut, c'est pouvoir étudier et pouvoir travailler sur sa terre. C'est ça qu'elle veut, la jeunesse corse. Elle ne veut pas partir, elle ne veut pas s'exiler, elle veut rester ici. Et c'est peut-être la première fois qu'on va avoir un gouvernement et du moins une assemblée qui va permettre à la jeunesse corse de travailler en Corse et de pouvoir construire l'économie de notre pays. Et je pense qu'il va falloir continuer, mais de voir tout le monde d'accord, moi ça me fait plaisir, et ça va faire plaisir à mes militants quand je vais leur expliquer ce qui s'est dit aujourd'hui, et je pense qu'on est sur la bonne voie. Voilà, merci. Merci à vous. Il y a une autre intervention, toujours d'un autre syndicat étudiant. Donc, bonjour à tous, donc, je me présente, Pierrick Nannini, président du syndicat Juventud Paolina. Tout d'abord, veuillez nous excuser pour notre retard. Je vous remercie de nous avoir conviés à cette réunion qui est pour nous éminemment importante. Nous sommes heureux, en tant que syndicat étudiant, d'être associés à cette démarche et à cette réunion de travail. Il est pour nous, nous sommes bien évidemment favorables à la mise en place d'une charte pour l'emploi local. Nous avons toujours milité à notre niveau, dans notre structure, pour une corcisation des emplois, notamment au niveau de l'Université de Corse. Le constat est simple. Aujourd'hui, la Corse compte 22 500 chômeurs, 60 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, soit 20% de la population. D'autre part, on parle d'un taux d'insertion de 80% à la sortie de l'Université de Corse, alors que souvent l'emploi trouvé n'est pas à la hauteur de la qualification du diplôme. Beaucoup de Corses sont obligés de s'expatrier également pour trouver du travail, donc il va falloir trouver des solutions pour remédier à ces problèmes. En ce sens, donc, les exemples de la Réunion et de la Guadeloupe vont dans le bon sens, et pour nous il est bien évidemment vital que cette charte soit mise en place pour la jeunesse corse et pour son avenir. Je vous remercie.